Est-ce qu'il y a encore du sens partagé au sein de l'Union européenne aujourd'hui ? Parce qu'au début du conflit en Ukraine, tous les pays étaient alignés, tout le monde était d'accord sur le fait de soutenir concrètement l'Ukraine face à la Russie. Alors, il faut faire attention, parce que effectivement, ce soutien était de façade unanime, mais il renvoyait à des intensités différentes. Alors, il y a toujours eu le cas de la Hongrie. Viktor Orban a toujours marqué sa différence par rapport, je dirais, aux 26 autres. Mais les 26 autres n'étaient pas alignés. Et ça, c'est aussi un paramètre important du jeu international. Chacun a tendance à jouer sa partition. Je dirais que, exception faite de la Hongrie, plus on se déplaçait de l'Est vers l'Ouest, moins le soutien était intense. Alors, rappelez-vous, au premier temps, les premières semaines de la guerre, il y avait la note macronienne, française, qui était « mais il ne faut pas rompre le contact avec la Russie, il ne faut pas humilier la Russie ». En même temps d'Emmanuel Macron en matière de diplomatie. Et en même temps un relent gaullien, sinon gaulliste, dans le rapport à la Russie. Et puis, il y avait de la part de l'Allemagne, de la part, a fortiori, des pays plus à l'ouest, c'est intéressant de voir cette gradation d'est en ouest, des pays comme l'Espagne, par exemple, ou le Portugal, qui se sentaient moins engagés, moins impliqués. Tout ceci renvoie à deux éléments. Le premier élément, et c'est là que la subjectivité est importante, c'est la lecture que chacun fait de ce conflit. Il n'y a pas une lecture uniforme du conflit ukrainien, y compris à l'intérieur du camp occidental. Et le deuxième élément qui vient jouer dans cette modulation, c'est le rapport aux États-Unis. C'est un conflit très paradoxal, parce que pris en charge par l'OTAN, avec l'affirmation que l'OTAN n'entrera pas en guerre. Mais l'OTAN était en quelque sorte la boussole dans l'attitude à adopter face au conflit russo-ukrainien, et cette boussole, elle était plus ou moins réglée sur les États-Unis. Et donc, à l'intérieur de l'OTAN, certains voulaient davantage adhérer à la vision états-unienne, d'autres s'en distinguer, et maintenant que les États-Unis commencent, selon des méandres très complexes, à moduler leur position vis-à-vis de l'Ukraine, vous avez à nouveau un rebattage des cartes. On va parler de la position des États-Unis dans un instant. D'ailleurs, on voyait à l'instant le président ukrainien Volodymyr Zelensky arriver au Congrès américain, où il est ce mardi. Il doit prendre la parole devant le Congrès américain. D'abord, juste encore sur la position européenne. Dans votre livre, vous expliquez que pour faire de la diplomatie aujourd'hui, il faut essayer de se mettre à la place de l'autre, parce que tout le monde ne partage plus la même vision du monde, la même vision du conflit. Aujourd'hui, si l'on se met à la place de Viktor Orban, quelle est sa vision du conflit ukrainien ? C'est d'abord une vision nationaliste, que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le facteur OTAN, le facteur Occident, le facteur européen joue moins que le positionnement de la Hongrie. Vous savez que la Hongrie a eu, depuis la défaite de la Première Guerre mondiale, une posture extrêmement complexée par rapport à l'Europe et a cherché à tout prix à préserver cette identité qu'elle considérait comme perpétuellement menacée. Le temps soviétique a quelque peu modulé la chose, même si on a vu que la Hongrie était des pays du pacte de Varsovie probablement le plus turbulent à l'égard de la Russie. C'est un peu cette histoire qui continue. Et pourquoi continue-t-elle ? C'est parce qu'elle se vend bien sur le marché électoral hongrois. C'est pas spécialement la position de M. Orban qui, dans son histoire, est passé d'ailleurs par différentes facettes politiques, mais c'est parce que ce produit se vend bien sur le marché hongrois, cette société qui est encore blessée par les conditions de sa sortie de la Première Guerre mondiale, par cet échec de pouvoir réintégrer toutes ces minorités hongroises qui sont dispersées dans les pays voisins, et donc cette tentative de jouer sa propre carte, je dirais presque dans les deux sens du mot carte, là-bas, face au conflit ukrainien, je pense que ce n'est pas tant une sympathie ou une antipathie à l'égard de l'Ukraine qu'une volonté de jouer un rôle spécifique
face au phénomène poutinien. Le phénomène poutinien dont Orban n'est pas si éloigné d'un point de vue idéologique, et donc il y a là des corrélations, des correspondances qui se construisent chaque jour, je dirais, mais qui tactiquement voient l'avantage d'être un peu le médiateur, l'intermédiaire. Vous savez, nous sommes dans un monde où le temps des alliances fidèles est en train de s'achever et où chacun a tendance à jouer de son aubaine diplomatique, c'est-à-dire essayer de jouer sa propre carte. J'avais employé, il fut un temps, une métaphore un peu osée. Je veux dire, on est passé du mariage institutionnalisé qui était l'alliance à l'union libre diplomatique qui voit effectivement de plus en plus les acteurs étatiques jouer leur propre partition en fonction des circonstances. Alors justement, Bertrand Bady, Emmanuel Macron, il a encore assuré il y a quelques jours au président ukrainien Volodymyr Zelensky qu'il avait son plein soutien, qu'il avait le plein soutien de l'Union européenne. Est-ce que c'est vraiment le cas de ce que vous pouvez en voir ? Et est-ce que l'Europe jusqu'ici, pour vous, a tenu ses promesses vis-à-vis de Kiev ? Vous savez, on pourrait facilement employer la métaphore du verre à moitié vide ou à moitié plein. Oui, effectivement, la solidarité européenne a été extrêmement importante. Par rapport aux États-Unis, elle a même été supérieure. Globalement, c'est-à-dire l'ensemble des pays européens a davantage soutenu globalement l'Ukraine, mais d'un point de vue militaire, le soutien et les dépenses militaires faites par les États-Unis en faveur de l'Ukraine étaient supérieures aux dépenses militaires faites par l'Europe en faveur de l'Ukraine. Donc tout ceci s'équilibre à peu près. Je ne pense pas que l'on puisse sérieusement reprocher, comme certains le font quand même, à l'Europe d'avoir laissé tomber l'Ukraine. Ceci dit, et ça c'est un paramètre important des nouvelles relations internationales, est-ce que nous sommes toujours dans le modèle de guerre d'hier, c'est-à-dire à ce jeu, face à ce jeu de rapports simples de puissance? La réalité est infiniment plus compliquée. Cette guerre en Ukraine ressemble, mais elle ressemble quand même un peu à une guerre à l'ancienne, si je puis dire. Alors, le paradoxe, c'est que Poutine a déclenché une guerre à l'ancienne, qui est une guerre de conquête. L'objectif de Poutine, soldats, c'était d'arriver à Kiev et d'installer ses hommes liges au pouvoir à Kiev. Mais cette guerre à l'ancienne, il l'a très vite perdue. Et il l'a perdue parce qu'il y avait un facteur nouveau par rapport à la guerre à l'ancienne, qui était la force de la résistance sociale. Et c'est là, à nouveau, que l'individu, le piéton du monde, le piéton de l'Ukraine, le piéton de l'Europe, joue un rôle qu'autrefois n'existait pas. Autrefois, le stratège décidait des mouvements des armées et celle-ci faisait la décision à travers ce que Clausewitz appelait la bataille décisive. Là, ça n'est plus aussi simple aujourd'hui. Mais non, pourquoi ? Parce qu'on assiste, et c'est d'ailleurs une des raisons de mon livre, à une appropriation sociale des relations internationales. C'est-à-dire, nous ne sommes plus dans le jeu d'échecs où des princes, en quelque sorte, s'affrontaient selon une stratégie bien réglée. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que les sociétés sont beaucoup plus actives. Si la société ukrainienne n'avait pas fait preuve de cet incroyable volontarisme, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Bertrand Bady, pardon, le temps avance. J'aimerais vous parler tout de même de l'aide américaine, puisque Volodymyr Zelensky est ce mardi aux États-Unis pour parler au Congrès. Les États-Unis, où l'aide ukrainienne est actuellement bloquée, elle est bloquée à cause de certains élus républicains qui ne veulent pas voter un nouveau paquet d'aide. Qu'est-ce qui bloque là ? Alors, d'abord, à nouveau, il faut se tourner vers la société américaine. La société américaine, en 20 ans, 30 ans, a profondément changé. En 20 ans, 30 ans, la société américaine, je dirais le dentiste de l'Arkansas, pour prendre une image, a compris deux choses, et deux choses qui ont complètement changé le destin des États-Unis dans le monde.
d'une part, que la mondialisation ne lui a pas profité, alors que les Américains pensaient, les États-Unis pensaient avoir inventé la mondialisation comme la réalisation, la concrétisation de ce libéralisme qui était incarné un temps par l'école de Chicago. Eh bien, on s'est aperçu que la Chine en profitait davantage que les États-Unis et que même la classe moyenne américaine avait été plutôt défavorisée par la mondialisation. Ça a été un premier choc. Et le deuxième choc, c'est cette série d'interventions militaires extérieures, les deux plus célèbres étant l'Irak et l'Afghanistan. Vous savez combien ça a coûté aux contribuables américains, l'intervention en Irak? D'après la revue de Lancet, entre 300 et 1000 milliards de dollars. Et donc, le contribuable américain n'est plus dans cette posture messianique d'autrefois et est flatté par le fameux slogan que vous reconnaîtrez au passage du « America First ». Donc les Américains n'ont plus envie d'être les gendarmes du monde? C'est ça, si je fais un peu le sous-titre? La société américaine n'a pas envie de continuer à investir dans un monde dont elle trouve qu'il n'est pas reconnaissant à son égard, et d'autre part, le système politique américain, là, c'est au niveau donc de l'administration américaine, voit que toutes les interventions réalisées à l'extérieur ont abouti à des échecs militaires, à des échecs politiques, à des échecs diplomatiques. Et donc, on est dans une situation, j'aime pas dire isolationniste parce que le terme est galvaudé, mais on est dans une situation de prudence qui est parfaitement reflétée, si vous avez bien suivi la rhétorique de Biden et de son secrétaire d'État Blinken dans la crise proche-orientale où on parle « ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons fait après le 11 septembre, ne vous lancez pas dans une action de trop grande violence. Soyez prudents. Soyez prudents. Si la Chine pouvait nous aider, a dit Blinken, ce qui est extraordinaire. » Alors justement, la Chine, je précise par ailleurs que l'Ukraine dépend grosso modo aujourd'hui pour la moitié de son aide militaire des États-Unis. Mais justement, si les États-Unis demain arrêtaient de soutenir l'Ukraine, faisons un petit peu de géopolitique fiction, est-ce que ce signal pourrait être interprété par d'autres pays comme un signe de faiblesse? Je pense à la Chine notamment. Alors, d'abord, il n'y a pas besoin de la séquence ukrainienne pour créer chez les partenaires des États-Unis le sentiment que la toute-puissance américaine n'est plus aujourd'hui ce qu'elle était hier. Je signale toujours cette interview de Chou En-lai, le Premier ministre chinois de Chou En-lai, à la fin des années 60, qui déjà, constatant les déboires américains au Vietnam, disait « Nous, les attitudes hégémoniques, ça ne nous intéresse pas ». Donc, je crois qu'il n'y a pas besoin d'Ukraine pour ça. D'autre part, deuxièmement, les États-Unis ne cesseront jamais totalement leur aide à l'Ukraine. Ça se jouera dans un entre-deux subtil. Et enfin, troisièmement, c'est les observateurs qui font la comparaison, beaucoup plus que les acteurs. Vous pensez peut-être à Taïwan, la Chine face à Taïwan. Il y a longtemps, me semble-t-il, même si je ne suis pas spécialiste de cette région du monde, que la Chine a compris qu'il y avait d'autres voies pour réaliser cette fameuse réunification que celle d'une confrontation militaire qui est dangereuse en soi, qui est incertaine et coûteuse en soi, et dont tous les vieux stratèges chinois nous disent « mais si on veut réussir une guerre, il vaut mieux la réussir sans avoir à la mener. » Une toute dernière question, Bertrand Badi, en quelques mots. Quand on voit, par rapport à la crise en Ukraine et d'autres crises, la paralysie du Conseil de sécurité à l'ONU, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le multilatéralisme est un peu à bout de souffle ? Alors, le multilatéralisme, c'est comme le cholestérol. Il y a le bon multilatéralisme et il y a le mauvais multilatéralisme. On parle jamais du bon multilatéralisme, qui est le multilatéralisme social, toutes ces institutions, agences onusiennes, qui en matière alimentaire, sanitaire, économique, de développement, conditions féminines, fait un travail absolument formidable. Il y a un multilatéralisme qui fonctionne. Voilà. Alors, il y a le mauvais cholestérol, et effectivement, le Conseil de sécurité est complètement paralysé. Et pas seulement à partir de ces deux crises russo-ukrainiennes et israélo-palestiniennes, mais déjà depuis bien longtemps. Pourquoi ? Parce que le Conseil de sécurité reflète une culture de la sécurité qui était celle de 1945, où la paix dépendait très clairement et incontestablement de l'équilibre de puissance. Vous comprenez aujourd'hui que les conflits
qui rongent le monde ne dépendent plus de l'équilibre de puissance, mais dépendent davantage de la tectonique des sociétés. Et cette tectonique de la société, le veto ne peut rien, ni pour ni contre. Le monde a changé en quelque sorte. Eh bien, merci beaucoup Bertrand Badi. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris, expert en relations internationales et auteur de ce petit livre qu'il faut lire. J'avais encore plein de questions pour vous, mais il faut lire ce petit livre pour en savoir davantage et pour essayer de mieux comprendre le monde, de mieux se mettre à la place de l'autre pour faire de la meilleure diplomatie. Ça s'appelle Pour une approche subjective des relations internationales. C'est publié chez Odile Jacob. Merci d'être venu ce soir. Merci à vous.